nous opposons les bullshit jobs ou encore les métiers dits à la con aux métiers essentiels. Mais de quoi parlons-nous exactement? Donc, si personne ne le faisait, personne n'aurait besoin de le faire. Pourrait être une façon très courte de résumer ce que l'anthropologue David Graeber entend par les métiers à la con dans son livre On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Contrairement aux métiers à la con, nous avons les métiers essentiels, ceux qui sont actuellement encore plus importants que jamais. Peut-être plus besoin de les définir, mais pour faire simple, il s'agit des professionnels qui assurent actuellement notre survie et la gestion de cette crise sanitaire. Il s'agit des services de production des biens essentiels, il s'agit des services de gardiennage, de transport et de logistique, mais il s'agit aussi et surtout de tous les métiers du care. Le care comprend toutes les tâches qui consistent à prendre soin de personnes ou de choses. Une liste non exhaustive de ces emplois comprend les infirmières et infirmiers, les travailleuses et travailleurs sociaux, les éducatrices et éducateurs, le personnel de nettoyage, les enseignantes et enseignants, les travailleuses et les travailleurs domestiques. Ces professions ont en commun qu'elles sont considérées comme personnellement motivées. Les personnes sont supposées d'être motivées à poursuivre un travail de soins pour des raisons autres que la compensation financière, comme par exemple l'affection ou le sens de responsabilité, des caractéristiques souvent associées au genre féminin. Aujourd'hui, nous applaudissons ceux et celles qui font ce travail essentiel. Un sentiment d'impuissance face à la crise mène peut-être à ce que de nombreux citoyens expriment leur reconnaissance de la sorte. Beaucoup sont ceux qui, surtout au sein de la gauche, critiquent cette nouvelle expression de solidarité, vue un peu comme un acte de vanité sociale, en opposition avec la vraie lutte pour les meilleures conditions de travail et de salaire. Pour nous, cet acte de collectivité peut effectivement être considéré comme un premier pas vers la solidarité. Mais pour nous, c'est surtout une base pour construire une nouvelle conscience de classe. Voilà, comme toutes les crises du capitalisme, la crise actuelle et surtout au-delà encore de la crise sanitaire, la crise économique qui va suivre, qui pour certains économistes et d'autres serait la pire depuis 1929, contribuera très certainement à renforcer les antagonismes et les contradictions déjà existantes dans nos sociétés. Et je crois que tout ça est étroitement lié. Hein. Donc, je crois que le fait qu'on verra une accélération de ce processus de retour d'une confrontation plus ou moins ouverte entre capital et travail, en dehors des formes codifiées du dialogue social, est étroitement lié aussi à un processus de digitalisation et d'ubérisation de la société, de l'économie et du monde du travail. Donc, le passage d'une guerre de position qui est très codifiée, qui est en quelque sorte qui se joue dans une arène prédéfinie où tout le monde connaît les règles du jeu et où tout le monde applique aussi les règles du jeu, à une guerre de mouvement avec des attaques massives ciblées donc du capital contre le travail organisé, va forcément mettre les structures qui sont assez anciennes, lourdes, souvent bureaucratiques, des centrales syndicales européennes, internationales et luxembourgeoises devant de grands défis. Mais comme tout défi, ça peut aussi être compris comme une chance, notamment celle de redémocratiser, de redynamiser et de ranimer le mouvement syndical européen, mais aussi luxembourgeois, vers un syndicalisme beaucoup plus combatif, plus revendicatif et se recentrant en quelque sorte sur les fondements même du mouvement ouvrier. It seems that the times are forgotten when various climate scientists called for radical changes to the system in order to keep negative consequences for the world's population at large at a minimum. Scientists are being ignored and their demands are seen as unworkable. In regards to the climate crisis, neither politicians nor the populations have listened to the scientists' demand. Quite the opposite is happening now during the corona crisis. Here we also have to struggle between some parts of natural science and some parts of social science. The natural sciences provide data which are increasingly used for rationalization and thus also for the supposed solution of social problems and get the funds from the government. The funding of critical social science is being cut back more and more, which leads to an increase in this technocratic perspective.
The problem which we encounter now is that it is not possible to rationalize social areas, which leads, for example, to a reduction of beds in hospitals, to a lack of study places, or, for example, to a deficit of cleaning staff in public institutions. The concept of experts is an American concept, which, from an historical perspective, has found its way into Europe through the influence of the OECD, which was responsible for the neoliberal restructuring of European welfare states. The struggle for the hegemony of science is the struggle about the way we see and understand the world. And the climate crisis is worse than COVID-19 by order of magnitudes. A lot more people will die, human and natural habitats will be changed completely or even destroyed. If we don't cut emissions fast, we will miss the already bad-looking target of 2 degrees global warming and get 3 or 4 degrees. And a lot of cities around the globe will become unlivable. The global food system will collapse. And just in case you like this pandemic, maybe we will have a retro pandemic with pathogens from the thawing permafrost. I say this without hyperbole. Mad Max will look like an amusement park for little children. Journalistic investigations by the New York Times has shown that there have been more COVID-19 related deaths in cities with heavy air pollution. Climate change, habitat loss, deforestation are linked to the spread of new viruses that live in wild animals. And often these animals are just the reservoir, so they don't get sick by the virus, but we humans, we get sick. And if we destroy the habitats, they come to us and we will get infected. However, it should be clear that COVID-19 is not a wake-up call for Mother Nature, as some claimed, but it is only a reminder that we are part of this planet and we need to find a way to live in a sustainable way. You have all heard the motivating motto of flatten the curve, which has convinced everybody to stay at home. And we need to do the same with the environment, but the environmental curves are much steeper, and the boundaries of our planet cannot easily be pushed by producing new medical equipment or having new beds in hospitals. However, this crisis has shown that governments around the world can react quickly and strongly to a crisis if they want to. Les décennies passées, donc avec en quelque sorte la marche triomphale du néolibéralisme, surtout depuis la chute de l'Union soviétique, mais déjà amorcée avant, ont vu un grand nombre de services publics être privatisés à travers le monde et aussi à travers l'Europe. Et la mainmise de l'État sur ces infrastructures publiques a été remplacée par une vision d'un pouvoir étatique qui limiterait son emprise sur les missions régaliennes, donc la défense, la sécurité, la justice, et sur la défense de la propriété privée. Au Luxembourg, particulièrement, la question de l'accès aux infrastructures et aux services publics est aussi une question géographique et démographique. Le pays étant une espèce d'agglomération unique, peu comparable à d'autres modèles ou à d'autres pays, et la crise du logement, dont nous parlerons juste après, ainsi que l'organisation géographique du pays, poussant les classes populaires toujours plus loin des centres urbains, dans des régions mal desservies et maintenant de plus en plus aussi au-delà des frontières. La crise actuelle accélérant considérablement les processus de digitalisation et de prévalence de ce qu'on appelle le platform capitalism, la question de la propriété de ces infrastructures, plus essentielle que jamais, devient brûlante. Il ne suffit pas, devant l'ampleur de ce qui se passe, de prôner un retour au local ou de vouloir se soustraire à titre individuel à l'emprise des réseaux marchands. La question principale est celle du contrôle démocratique des infrastructures et la question de la propriété des outils de production, et notamment des outils de production digitaux, est la question centrale posée à travers cette crise. The Luxembourgish housing model severely lacks public housing options, like social housing, which means public housing for people living in the most precarious situations, like welfare, low income, etc. So we have to meet certain criteria to even be eligible.
And the social housing would have to cover over 10% of all housing to meet demand, which is, I think it was like tenfold what we have now. And considering this, we still haven't talked about affordable housing in general. Why does the government not consider the needs of tenants when working on housing policy? Well, maybe it has to do with one simple fact that three-fourths of tenants aren't citizens of the country and therefore do not have the right to vote. Or maybe it has to do with the fact that about 75% of all building land is owned by only a handful of powerful people. It's probably both, though.